Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, le thème de l'émission sera l'Occident, illusion ou réalité. Pour répondre à cette question, nous recevons monsieur Christophe Beaumont, journaliste, et monsieur Philippe Nemo, philosophe, auteur de Qu'est-ce que l'Occident, paru au PUF, et professeur à l'École supérieure de commerce de Paris. Et j'ajoute bonjour, bonjour mesdemoiselles, puisque Anne-Laure a oublié les demoiselles, qui se sentent certainement chagrinées d'avoir été oubliées. Alors je suis ravi de recevoir Philippe Nemo et Christophe Beaumont pour parler de l'Occident. C'est un terme qu'on a tendance à oublier alors qu'il est essentiel pour comprendre qui nous sommes, quelle est notre identité. Et Philippe Nemo a fait un beau livre qui s'appelle « Qu'est-ce que l'Occident ?» aux presses universitaires de France. Ce livre est déjà traduit dans X langues. Combien de langues ? 5. 5 langues, ce qui est déjà bien, alors qu'il vient de sortir. C'est un livre essentiel. Le sujet n'est pas moins essentiel. Et donc, j'ai souhaité le recevoir avec Christophe Beaumont pour qu'il puisse nous expliquer ce qu'il faut penser de l'Occident et que nous puissions en discuter avec lui. La première question que nous allons évoquer ensemble, c'est faut-il parler d'Europe ou d'Occident ? Certains préféreraient qu'on réserve à l'Europe l'allégeance culturelle que nous voulons avoir envers un ensemble qui dépasse la simple nation. Et d'autre part, la question se pose de savoir si dans l'Europe il y a une unité culturelle ou pas. Qu'en pense Philippe Nemo ? Moi, je pense qu'il faut parler d'Occident. Enfin, il faut parler d'Europe quand on veut parler de l'Europe, pour des raisons concrètes. Mais je veux dire, la civilisation, c'est celle de l'Occident tout entier, c'est-à-dire, pour parler clair, celle de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord. À quoi on peut ajouter peut-être l'Australie, la Nouvelle-Zélande et une bonne partie de l'Afrique du Sud. Mais ce sont des pays de même civilisation que la civilisation européenne. Alors, est-ce que vous dites que les limites de l'Occident en Europe s'arrête là où il n'y a plus d'église baroque ou de cathédrale gothique, ou bien est-ce que vous avez une autre définition de l'Occident ? Géographiquement, quelles sont les frontières de l'Occident en Europe ? Alors, il faut peut-être commencer par une définition, mais allez-y. On aura peut-être l'occasion dans la discussion de rentrer sur certains de ces aspects, en détail sur certains de ces aspects, mais très rapidement, moi, en tout cas dans ce petit livre que j'ai écrit, qui s'appelle Qu'est-ce que l'Occident, et qui est en fait que j'ai écrit en utilisant la matière d'un très long travail que j'avais fait depuis des années, qui était une très volumineuse histoire des idées politiques. Et cette histoire des idées politiques qui va de l'Antiquité au XXe siècle m'a permis de voir l'Occident se construire. Et donc ma thèse, c'est que l'Occident est une construction de l'esprit. On pourra aussi en parler aussi. Ce n'est pas un peuple, ce n'est pas une ethnie. C'est une culture qui s'est construite par un travail intellectuel et par des événements prophétiques. Et cette culture peut-être a des éléments universels qui peuvent être adoptés par des gens d'autres ethnies. Alors, mais en tout cas, pour ce qui est de cette culture, elle s'est construite à travers 5 événements. Alors, il y en a 3 qui sont pas, ce n'est pas un scoop que de le dire, qui sont Athènes, Rome et Jérusalem. Encore faut-il préciser en quoi consiste l'apport dans chacun des 3. Un 4e qui est leur synthèse au Moyen-Âge, plus précisément entre le XIe et le XIIIe siècle. Et le 5e événement, ce sont les révolutions démocratiques, enfin les grandes révolutions démocratiques qui ont instauré la démocratie, la liberté de penser, le pluralisme et le pluralisme économique. Alors, premier point sur cette analyse très intéressante, c'est vous employez le terme de construction qui me chagrine un peu. Alors, c'est une querelle purement sémantique parce que vous êtes, comme moi, je crois, un grand admirateur de Hayek. Vous avez même consacré un livre important au philosophe Hayek. Il y a l'économiste Hayek. Et il préférait justement qualifier le pseudo-rationalisme qu'il combattait de constructivisme. Autrement dit, est-ce qu'il ne faudrait pas parler plutôt d'évolution que de construction ? Non, c'est pas parce que Hayek a condamné... Non, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec Hayek. Hein, non, mais je suis entièrement d'accord avec Hayek. Il a condamné ce qu'il appelle le constructivisme rationaliste, c'est-à-dire la doctrine politique qui dit que l'on peut changer la société à volonté comme un artefact. On peut du passé faire table rase, pour reprendre les paroles de l'Internationale, et sur cette table rase, bâtir ex nihilo
une société comme un ingénieur bâtit une machine en utilisant une prétendue raison, une raison qui elle n'est pas prétendue, mais qui aurait prétendument le pouvoir justement de penser entièrement, intégralement une société et par conséquent de pouvoir la bâtir. Alors ceci est faux, c'est l'hypothèse de base du socialisme et elle est fausse. Mais c'est pas parce qu'il y a un mauvais usage de la construction par les socialistes qu'il faut bannir le mot construction ou l'idée même que l'on puisse construire. Non. Attendez, parce que là je n'ai pas compris. La métaphore de la construction renvoie à un architecte ou à un ingénieur qui va à partir d'un plan, qu'il a défini à l'avance, construire une maison, construire un pont, construire un bâtiment. Et donc on suppose que le plan précède la réalité. Alors est-ce que vous voulez dire que l'Occident a été construit par des gens qui auraient conçu à l'avance ce que serait l'Occident? C'est ça le problème que je vous pose. Non. Et moi je ne le crois pas personnellement. Alors, je crois que c'est un processus, c'est une évolution justement. Oui, mais attendez, ce n'est ni une construction en ce sens-là, c'est-à-dire Nous sommes d'accord. avec le plan entièrement conçu préalablement sauf dans la pensée de Dieu, mais ça c'est autre chose. Absolument. Ce n'est donc ni une construction dans ce sens artificialiste, voilà, ni une évolution, précisément au sens où Hayek l'entend. Et moi qui suis spécialiste de Hayek, qui le connaît assez bien, je crois, je peux me permettre une petite critique à ce sujet. Il a très bien montré dans sa théorie de l'évolution comment, lorsqu'une innovation apparaît, elle est ou non conservée par le système social. Voilà. Donc il a bien montré comment se perpétuer, si vous voulez, les institutions et les valeurs. Mais il s'est assez peu intéressé à la manière dont elles surgissaient. Et il a cru que l'innovation surgissait toujours par hasard, en quelque sorte. Un petit peu comme les mutations biologiques. Il n'a pas traité la question, disons, oui. Si, il l'a traité, mais d'un revers de phrase. En disant que c'était un peu le hasard. Par exemple, le premier sauvage des tribus qui a fait du troc. Ah oui, alors je vois ce que vous voulez dire. Attendez, autrement dit, effectivement, Hayek avait le tort de raisonner par analogie avec les mutations aléatoires du darwinisme, alors qu'en fait, il y a une pensée préalable qui finit par modeler la société, qui est celle de la pensée chrétienne, de la pensée grecque et de la pensée romaine. Exactement. Je suis dans mon livre d'ailleurs de faire une critique à l'égard d'un livre absolument remarquable et admirable et extrêmement utile et riche, qui est celui de Jean Bechler, vous savez, sur l'esquisse d'une histoire universelle. Il est un peu rationaliste, Jean, au sens de Hayek. En tout cas, il a ceci de commun avec le structuralisme qu'il pense que la civilisation de l'Europe, lui aussi attribue une grande importance à la civilisation de l'Europe et même une spécificité absolue par rapport aux autres civilisations du monde. Mais il croit que cette évolution qui s'est produite en Europe, pour des raisons très, très contingentes, c'est parce qu'il y avait un certain type de pays, il y avait un certain type de personnes, il y avait certaines circonstances et certaines circonstances aléatoires. Par exemple, il n'y a pas eu un grand empire en Europe alors qu'il y en aurait eu au Proche-Orient. Et on voit surgir à ce moment-là la civilisation européenne comme une sorte de fruit du hasard et de la nécessité. Et moi, je conteste cela parce que précisément, j'ai vu des penseurs penser des concepts, et ce qui est tout à fait clair, c'est qu'ils n'ont jamais pensé l'intégralité de ce qui s'est fait. Mais je prends une comparaison. Quand vous décidez d'épouser une femme et que vous décidez de prendre un métier et que vous décidez d'orienter vos enfants dans telle et telle direction, ce n'est pas un processus que vous construisez comme un ingénieur construit une machine. Mais ce n'est pas non plus un processus subi, entièrement subi. Il y a un projet au départ et ce projet se réalise. Voilà. Ça c'est effectivement. Alors, ça serait intéressant d'ailleurs que nous organisions ici ou ailleurs un débat avec le professeur Jean-Jacques Rosa, parce que lui, il a la thèse inverse. Moi, je suis personnellement, comme le club de l'horloge d'ailleurs en général, proche de ce que vous venez de dire. C'est nous pensons que les idées politiques, les idées philosophiques ont une très grande importance. Ce n'est pas tout, il y a aussi des conditions matérielles. Mais l'idée que ce serait une simple superstructure, comme disait Marx, et que ça n'aura aucune importance, que ce serait uniquement les infrastructures économiques ou autres, ou biologiques, qui détermineraient l'évolution des sociétés, nous paraît une grave erreur. Certes, les sociétés peuvent être des systèmes bioculturels, mais les idées ont une force motrice considérable. Et je voudrais maintenant que Christophe Beaumont nous donne sa définition de l'Occident. Qu'est-ce que c'est que l'Occident, d'après vous, Christophe Beaumont ? Une fois, ça sera difficile. Simplement rappeler, on a parlé de l'apport grec, chrétien et romain, mais il serait bon aussi de rajouter dans la... excusez-moi, donc j'espère que
il serait bon, pardon, de rajouter dans les origines des valeurs de la culture et des civilisations occidentales, l'apport des peuples du Nord, donc de toute la culture nordique. Là, nous sommes à la définition. Mais c'est très important dans la définition, c'est-à-dire c'est un apport de la notion de personne et dans la manière dont plus tard vont se structurer les valeurs, l'ensemble des valeurs qui permettent de définir l'Occident et qui lui je voulais qu'on y vienne, mais si vous permettez, vous disiez qu'il était difficile de définir l'Occident en une phrase. Écoutez, j'ai une proposition à vous soumettre à tous les deux, qui n'est pas de moi d'ailleurs. J'en ai même deux à vous proposer. J'emprunterai à Henri de la Bâtide, l'ancien président de l'Institut des langues orientales, l'expression « l'Occident, civilisation de la personne ». Par opposition d'ailleurs à... Alors, il avait une théorie en 4 termes, en 5 termes. Il disait « l'Occident, c'est la civilisation de la personne ». L'Orient islamique, c'est la civilisation de la parole, parce que le Coran, c'est la parole de Dieu incréée. L'Inde, c'est la civilisation du geste. La Chine, la civilisation du signe. L'Afrique noire, la civilisation du rythme. Et j'ajouterais pour ma part une 6e ère culturelle dans le monde contemporain, qui est la Russie, le monde russe, civilisation de l'icône. Alors donc, est-ce que cette notion de civilisation de la personne, que je paraphraserai en disant civilisation de l'incarnation, vous paraît, c'est toujours réducteur, quelques mots pour définir une civilisation, mais est-ce que ça vous convient, Christophe Beaumont? Ah oui, sur la longue durée historique, c'est une évidence, oui, absolument. Une évidence, je ne dirais pas, mais c'est peut-être vrai sans que ce soit... Si je pense, parce que, sans rebondir sur le sujet, c'est la civilisation de la personne est vraiment, et de l'incarnation, donc il faudra peut-être mieux définir ce qu'on entend par cela, est très important, parce que c'est à partir de cette base, en fait, de ce noyau de ce que les Allemands diraient de représentation du monde, que vont se bâtir tous les systèmes politiques, sociaux, etc., qui permettent de vraiment donner une identité spécifique à l'Occident par rapport aux êtres de culture et de civilisation. Alors, Philippe Nemo, alors avant de parler de l'apport des peuples celtiques ou germaniques, ou surtout germaniques d'ailleurs, est-ce que la définition de l'Occident soit comme civilisation de la personne, soit comme civilisation de l'incarnation, vous convient, ou est-ce qu'elle vous paraît gentille mais insuffisante, ou trop brève? Je la trouve brillante, et surtout quand on peut mettre un seul mot aussi sous les taux de civilisation, ce que fait l'auteur que vous avez cité. Mais... J'ai complété avec le monde russe, parce que je crois qu'il a oublié, c'est une addition personnelle, le monde russe, civilisation de l'icône. Alors évidemment c'est une illustration, mais c'est intéressant, je crois. Non, mais je suis un peu gêné par le fait de ramener cette forme qu'est la culture occidentale à un seul trait, hein, car c'est une forme, c'est une forme déterminée. C'est pas du tout une forme évanescente, ou c'est une forme d'ailleurs évolutive, enfin, qui est susceptible de changer, qui a évolué dans le temps et qui évoluera encore. D'accord. Mais c'est de la même façon qu'il y a des formes, des espèces vivantes qui évoluent, et ça n'empêche pas que les médecins ou les physiologistes ou les anatomistes décrivent l'espèce à un moment donné. Eh bien, l'Occident est une forme, et ça me gêne, pour répondre à votre question, cette forme. Est-ce que vous pourriez définir le corps humain par un seul mot? Philippe Nemo. Il a 4 membres et puis il a une tête. Pour ma défense, je vous répondrai en vous citant cette phrase de Paul Valéry. Il faut toujours dire Paul, parce que sinon les gens croient qu'on parle de Valéry Giscard d'Estaing, sauf les éditeurs de Radio Courtoisie, bien sûr. Cette phrase de Paul Valéry: tout ce qui est simple est faux, tout ce qui est compliqué est inutilisable. Donc cette expression. Alors, mais non, mais pardon. Moi, mis à part. Moi, j'ai déjà beaucoup simplifié en identifiant 5. Non, mais alors on va y revenir. 5 dimensions. Toute plaisanterie mise à part, est-ce que vous êtes d'accord au moins pour dire qu'il y a bien cette notion de personne et d'incarnation dans la culture occidentale? Alors, il y a bien cette notion de personne, mais je suis gêné par le terme d'incarnation. Parce que vous avez l'air si vous identifiez un peu ou si vous rapprochez les deux notions de personne et d'incarnation, vous envisagez la personne d'un point de vue chrétien. Et moi, ce qui me frappe dans l'Occident, c'est le miracle de la rencontre de la culture biblique et chrétienne avec la culture gréco-romaine. Et la notion de personne, elle est née à Rome, par le droit romain, et en particulier par le droit de la propriété privée à Rome. Et comme vous savez peut-être, c'est une chose à laquelle je fais allusion dans mon livre, la théologie de la Trinité
n'a trouvé sa forme achevée que à Rome et avec un vocabulaire latin. C'est sans doute pas un hasard parce que la persona c'était déjà une notion qui avait une densité dans la culture romaine, dans la société romaine où la propriété privée étant protégée, les personnes privées aussi étaient protégées et il y avait une séparation entre l'espace privé et l'espace public. Alors on arrive à un point très important. Vous me direz que depuis le début nous n'évoquons que des sujets assez fondamentaux, mais je voudrais que Anne-Laure nous rappelle quelque chose. Donc vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des idées politiques, dirigé par Henri de Lesquen. Nous traitons la question Occident, illusion ou réalité, et pour répondre à cette question, nous recevons Christophe Beaumont et Philippe Nemo. Oui, alors je crois que c'est un point très important. Alors, parce que ça nous amène à rebondir sur l'interpellation de Christophe Beaumont que je n'ai pas oublié à propos de la contribution des sociétés et des peuples germaniques et éventuellement celtiques. Alors ça, je ferai référence à un autre auteur, c'est-à-dire nous parlions de Hayek, qui est Michel Villet. Le grand philosophe du droit Michel Villet était très opposé à la notion de droit de l'homme. Et il disait, avec moult références, en s'appuyant sur moult travaux, que en fait, la notion de droit subjectif, les rights en anglais, n'existait pas dans le droit romain, que les droits étaient des choses, mais qu'il n'y avait pas de droit subjectif au sens de liberté fondamentale, en réalité, de droit attaché aux individus, ce qui a donné les droits de l'homme dans une certaine version relativement moderne avec Locke, John Locke, et que c'était en fait, d'après lui, c'était la philosophie nominaliste qui avait apporté ce qu'il considérait comme une hérésie, c'est-à-dire ces droits subjectifs. Alors, d'autres auteurs montrent bien que ce n'est pas simplement la philosophie nominaliste, à supposer qu'elle ait joué vraiment un rôle, mais que ce sont, en fait, c'est la tradition germanique. C'est-à-dire que le droit moderne que nous connaissons, il est issu de la fusion de la science juridique romaine, car les Romains ont inventé la science juridique, le droit comme science. Donc il n'y a aucun rapport entre le droit romain et ce qui précédait. C'est un corpus intellectuel gigantesque, le droit romain. Ça n'a aucun rapport avec ce qui précédait. Et ça a évolué pendant le Moyen-Âge sous l'influence des conceptions germaniques qui étaient infusées dans la féodalité. Alors, avec toutes sortes de développement, procédures accusatoires à l'origine, etc. Bon, et c'est seulement parce que les peuples germaniques, et avant eux d'ailleurs les peuples celtiques, avaient cette notion de droit subjectif, que nous avons eu en Occident cette notion de personne telle que nous la concevons, qui est distincte, du moins si on en croit Michel Villet et quelques autres auteurs, de celle qui pouvait exister dans l'Empire romain, non encore christianisé, non encore germanisé. Écoutez, je suppose que si Michel Villet a écrit ça, c'est qu'il avait beaucoup réfléchi. Et énormément, c'était une de ses thèses majeures. Des arguments et puis toute une érudition considérable. Que je n'ai peut-être pas, enfin que je n'ai pas, je veux dire. Mais je dois te dire quand même que je cherche en vain. Tout à l'heure, je faisais allusion aux longues années que j'ai passées à rédiger cette histoire des idées politiques. Je cherche en vain où est la source de cette prétendue culture germanique, où sont les textes, et quels penseurs ont été nourris de cette pensée. Quand on regarde le droit germanique, c'est pas du tout un droit de la personne, c'est un droit de la souche, de la famille élargie, de la corporation. Si vous lisez Althusius, qui est le premier grand penseur politique allemand, enfin, je veux dire, autre que les scolastiques, eh bien, vous n'avez pas du tout l'affirmation d'une liberté individuelle, subjective. Vous avez l'affirmation de l'organicité de la société. Alors évidemment, il y a un côté libéral entre guillemets, parce que du simple fait qu'il décrit la société de façon organiciste, il y a des cellules de base, il y a des cellules de mi-niveau, et puis il y a la cellule globale, et donc ça s'oppose, si vous voulez, en effet, à un certain droit impérial romain pour lequel le sommet doit diriger toute la base. Et la base a des droits, si vous voulez. Mais ce ne sont pas des droits individuels, ce sont des droits des cellules de base. Et ça commence au niveau de la famille. Non, je crois. Alors, il faudrait t'inviter un spécialiste du droit germanique, mais je crois que ces droits individuels existaient. Je vais vous donner un seul exemple, parce qu'il faut
peut-être pas, pour être compris, être trop général, trop abstrait. Je vais donner un seul exemple qui est très, très intéressant, je crois, qui est tiré de la première œuvre, ce qu'on considère comme la première œuvre littéraire française, c'est-à-dire la chanson de Roland. Alors dans la chanson de Roland, on ne lit jamais la fin, qui est le procès de Ganelon. Or, c'est très intéressant de lire le procès de Ganelon. Car, que se passe-t-il? On explique que l'empereur Charles veut faire un procès, veut faire condamner à mort, exécuter Ganelon. Or, il ne le peut pas. Alors, vous me direz, c'est parce que c'était un baron, c'était pas un serf, d'accord. C'était un homme libre. Mais il est obligé, pour pouvoir condamner Ganelon, qui pourtant a trahi clairement au combat pendant les opérations. Aujourd'hui, dans notre état moderne, quelqu'un qui trahit en opération, on le fusille, on le met au poteau tout de suite, et on ne perd pas son temps à le juger. Et bien là, donc il est obligé de convoquer les barons pour le juger, et c'est très intéressant parce que on se dit, mais l'empereur tout-puissant, bon, peut-être qu'il convoque à la rigueur la cour, mais c'est un simple simulacre, et pas du tout. Car comme nous sommes dans la procédure accusatoire, la procédure inquisitoriale n'a pas encore été inventée. Pour que l'on puisse condamner Ganelon, il faut que quelqu'un, un individu, se lève, un homme libre, et porte accusation contre lui. Or, s'il porte accusation contre lui, dans la procédure de l'époque, ça veut dire qu'il va y avoir un jugement de Dieu avec un duel, et que celui qui va porter l'accusation risque de se faire trucider par le champion de Ganelon, qui n'est autre que le géant Ganibel. Donc, le procès est convoqué, la cour est convoquée, Ganelon désigne comme son champion Ganibel, ou plutôt Ganibel se désigne comme le champion de Ganelon, et comme Ganibel est un colosse qui fait peur à tout le monde, eh bien les gens se défilent, personne ne veut porter l'accusation contre Ganelon, jusqu'à ce que finalement le jeune Thierry, courageux, porte l'accusation contre Ganelon, et à ce moment-là, le procès peut avoir lieu, et seulement à ce moment-là. Autrement dit, il y a quelques vers dans la chanson de Roland qui vous montrent que s'il n'y avait pas eu Thierry pour porter l'accusation, Ganelon aurait été complètement innocenté. Alors en l'occurrence, c'est un coupable qui serait sorti innocenté, mais ça prouve à quel point cette procédure accusatoire et cette protection des droits individuels dans la haute société féodale, qui vient évidemment non pas du droit romain mais des traditions germaniques, était très protectrice, au moins pour les hommes libres, de cette liberté individuelle. Alors, je crois, votre exemple a le mérite de la clarté, et puis, mais je crois qu'il démontre le contraire de ce que vous espérez lui faire démontrer. C'est-à-dire que ce qui est certain, c'est que comme les tribus germaniques n'avaient pas connu l'État, dans leur coutume, c'est-à-dire la même chose en Angleterre avec la common law et le fait que la couronne n'ait jamais pu imposer le droit romain en Angleterre. Exactement. Il y a une certaine défiance à l'égard de l'État, qui est en effet un apport étranger. Alors pour les peuples germaniques, c'est un apport romain, et puis pour l'Angleterre, ce sera un apport normand. Hein. Mais il avait été romain auparavant, bien entendu. Donc par rapport à cette toute-puissance de l'État, et par rapport à aux théories absolutistes qui ont été développées au contraire en France après, sur la base d'une interprétation du droit impérial romain, mais une interprétation très contestable, parce qu'elle était l'interprétation donnée par les juristes de droit public. Et qui était au service du prince, et qui voulait évidemment... Mais il y avait toute une autre tradition donnée par les juristes de droit privé, par les civilistes, si vous voulez. Cette césure entre civilistes et publicistes existe jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ah oui. Puisqu'en gros, même chez les juristes d'aujourd'hui, ça divise un peu la gauche et la droite. Et donc, si vous voulez, je connais des publicistes de droite. Oui, bien sûr. Et puis il y a des civilistes de gauche aussi. Mais ceux-là doivent manquer un peu de discernement, hein, pour soutenir à la fois le droit civil et le socialisme. Mais pour revenir donc au Moyen-Âge, je vous accorde qu'il y a cette défiance à l'égard de l'État qui a pu jouer son rôle dans l'émergence de la démocratie, mais tardivement. Hein. Et on la voit déjà en fait comme chez cet Althusius dont je parlais, dont je rappelle que c'est un auteur du début du XVIIe siècle. Mais alors, ce qui par contre, là où votre démonstration se retourne contre vous, c'est que ce procès, vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, n'a pas du tout pour but de faire triompher la justice.
puisqu'il n'est pas question de savoir si Ganelon est innocent ou pas, il est question de savoir s'il sera défendu ou pas, et si quelqu'un se portera contre lui pour l'accuser, et si quelqu'un se portera à sa défense. Et c'est tout le problème de la lutte séculaire qui a opposé le droit romain et le droit de l'Église, le droit canonique, à ce droit féodal. Et toutes nos civilisations, je sens que je ne vais pas vous plaire en disant ça, a été bâtie sur la base de l'élimination de ce droit féodal. Et la résurrection à partir du 11e, 12e siècle, enfin à partir du Moyen-Âge classique et surtout au temps moderne, la résurrection de ce que l'Antiquité avait promu, c'est-à-dire la notion de cité, la notion d'égalité devant la loi, enfin la notion même de loi d'ailleurs. Pourquoi ? Non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec cela. Simplement, contrairement à vous, je pense que on ne peut pas dire que le droit féodal n'était pas un droit ou qu'il ne recherchait pas la justice. Par définition, si vous voulez, tout système juridique recherche la justice. Il y a simplement plusieurs conceptions de la justice. Et je m'appuie encore sur l'autorité de Michel Villet, qui, comme vous l'avez dit, était un érudit fort savant et qui avait bien étudié la question, pour dire que le droit romain moderne est vraiment complètement différent, enfin complètement, il n'est pas complètement différent, mais très différent du droit romain classique, en particulier parce qu'il a intégré, justement, cet apport de la féodalité. Lorsque vous disiez que le common law des Anglais, justement, c'était une résistance au droit romain, mais figurez-vous que les droits de l'homme... C'est pas exactement une résistance au droit romain, c'est une résistance au droit royal. Oui, mais les droits... Oui, ce common law est imprégné de cette tradition germanique, et ce droit... ce n'est pas un hasard si, au temps moderne, ce qu'on appelle les droits de l'homme, les human rights, les libertés fondamentales, je préfère cette expression, sont issus justement de ce berceau du common law qui est l'Angleterre. Et rappelez-vous tout simplement, c'est un classique de l'histoire des droits de l'homme. On vous dit mais les droits de l'homme, les human rights, commencent par être affirmés par des barons féodaux ou des hommes libres qui arrachent des privilèges, des franchises au pouvoir royal. Ça commence en 1214, si je ne m'abuse, ou 1200, je ne me rappelle plus la date, par la grande charte arrachée à Jean sans terre par les barons révoltés. Voilà l'origine, et puis ou par les fueros espagnols, et ainsi de suite. Enfin, si c'est le cas, c'est pas exactement la féodalité, puisque la féodalité date du 8e siècle. Et donc, au 13e siècle, on est déjà en pleine, dans une autre culture. Objection à votre honneur, comme on dit dans les séries américaines, je crois que la féodalité n'est pas constituée avant le 10e siècle. Du point de vue juridique du terme, mais bien sûr, c'est un anachronisme de parler de féodalité. Pour la bonne et simple raison que la féodalité n'a pas besoin de droit formel. C'est justement, c'est exactement comme la notion de chevalerie. C'est une notion qui a été créée entièrement par l'Église, qui a transformé ces brutes qui étaient les hommes d'armes du Haut Moyen Âge, qui les a transformés en chevaliers, c'est-à-dire par l'intermédiaire en intervenant dans la cérémonie d'hommage et dans le serment de fidélité, en garantissant les serments, et puis ensuite par la cérémonie de l'adoubement. Vous avez eu tout un processus par lequel peu à peu cette soldatesque germanique justement a été civilisée. Soldatesque germanique, vous employez des termes qui sont un peu brutaux. Non, il y avait une soldatesque, mais il y avait des Germains qui étaient... Non. Écoutez, il y a eu une effroyable régression de la civilisation du fait des invasions germaniques. C'est vrai. Alors, il ne s'agit pas de dire du mal de l'ethnie germanique en tant que telle, mais il s'agit de se demander si, dans la civilisation de l'Europe, cette ethnie a joué un rôle un rôle créateur, ou si elle n'a pas fait comme ont fait les Celtes, justement, c'est-à-dire accepter, recevoir, admettre et en être entièrement transformé la culture gréco-romaine et chrétienne. Non, mais je ne récuse nullement l'apport de la culture gréco-romaine et encore moins chrétienne. Je dis simplement que l'Occident est un produit complexe et qu'il y a en plus cet apport des traditions germaniques, et je suis persuadé, avec je crois Christophe Beaumont, que sans ces traditions germaniques, nous n'aurions pas la conception de la personne humaine avec ses libertés fondamentales que nous avons actuellement. En tout cas, je suis pas d'accord. Attendez, pour achever un point, je vous passe la parole tout de suite. Avant de passer la parole d'ailleurs aux auditeurs, je vous passe la parole ensuite. Non,
en particulier, il est évident que les peuplades, et la soldatesque, qui est arrivée... Non, les peuplades, c'était l'équivalent de tribus africaines. C'était l'équivalent exact de tribus africaines. Ce n'est pas exact. Mais pourquoi les travaux, ce n'est pas en dire du mal. C'était simplement des ethnies sans État. D'abord, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas un État moderne, et ensuite ils avaient... Non, il n'y avait pas les travaux de Georges Dumézil montrent que tous les peuples indo-européens avaient une culture forte et profonde, et je crois que c'est une vision... Mais les Africains aussi. Et ils n'avaient pas d'État. Le modèle même de l'État leur a été apporté par Rome. Bon, écoutez, il faut pas réduire... Enfin bon, c'est un autre sujet auquel je voudrais pas que nous réduisions l'émission. En tout cas, je voudrais simplement soutenir la thèse que ça n'est pas vraiment les invasions germaniques qui ont provoqué la régression de la civilisation, c'est parce qu'il y avait une régression de la civilisation romaine qu'il y a pu y avoir les invasions germaniques. Si la Rome s'était bien portée, elle n'aurait pas eu besoin d'aller chercher les Germains qui ont commencé par venir en tant que mercenaires de Rome. Et la régression de la civilisation romaine est un long processus qui est dû en fait à la transformation de la cité en empire, qui, à partir d'un certain moment, a complètement éclaté avec une hétérogénéité qui était ingérable. Est-ce que vous soutiendrez le même argument tout à l'heure quand nous discuterons de l'identité actuelle de l'Europe et du rôle de l'immigration? Parce que avec cet absolument. Argument, on pourrait dire je soutiens le même argument. Que l'Europe se porte mal et qu'il faut qu'elle soit régénérée par une immigration musulmane. Bah, si vous pensez... C'est la thèse officielle de la Commission, paraît-il, d'après l'excellent livre de M. Tandonnet, qui est... Mais attendez, je n'oublie pas qu'à la suite des invasions germaniques, l'Europe a connu, et l'Occident futur ont connu une régression qui a duré 5 siècles. Considérable. Il a fallu 5 siècles avant que l'Occident, proprement dit, commence à surgir au XIe siècle. Alors maintenant, je voudrais que nous passions à la partie suivante, c'est-à-dire l'Occident a-t-il des valeurs propres? Et avant de passer la parole à Philippe Nemo et à Christophe Beaumont, je vais demander à Anne-Laure Mahler de rappeler qui nous sommes et où nous sommes et de lire les messages des auditeurs. Donc vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des idées politiques dirigé par Henri de Lesquen. Nous traitons la question l'Occident, illusion ou réalité, et pour répondre à cette question, nous recevons Christophe Beaumont, journaliste, et Philippe Nemo, philosophe, auteur de Qu'est-ce que l'Occident, paru au PUF. Et j'en profite pour signaler qu'un auditeur s'est entendu répondre que l'édition était épuisée au PUF. Donc... Non, elle est réimprimée. Voilà, c'est toujours un problème. Voilà, donc on passe au vrai message, aux questions des auditeurs. Une auditrice, répétez les différentes civilisations que vous avez évoquées. Donc le monde russe correspond à la civilisation... Je répondrai. Hein non, autrement dit, vous lisez toutes les questions et ensuite nous répondrons à celles que nous pourrons sélectionner. Alors, une auditrice, dans le monde occidental, pourquoi n'avez-vous pas mentionné les pays du continent sud-américain? Oui, je répondrai aussi, oui. Ensuite, un auditeur, même lorsqu'il s'agit d'une construction de type nouveau, ce n'est pas une culture qui vient d'une autre planète. La créativité de l'architecte est entièrement liée à tout ce que cet architecte a vu et appris au cours de sa carrière antérieure. Très bien, c'est pas une question, mais c'est juste. C'est une remarque, oui. Il y a beaucoup de remarques. Un auditeur, on peut très bien concevoir l'incarnation, y compris celle dont fait état l'Union européenne, comme étant la prise de conscience que l'esprit et les idées naissent du fonctionnement du cerveau. Un auditeur qui vous demande, Monsieur Nemo, si vous connaissez le Hermann von Kesserling et si vous avez lu ses livres. Sûrement. Un auditeur, ce soir Monsieur Chirac s'adresse aux jeunes comme le pape. Pensez-vous qu'il soit le cardinal in pectore et donc éligible à la succession de Jean-Paul II? Hors sujet. Il n'aurait pas fallu... Ça serait un argument... Non, mais il ne faut pas lire ce message, c'est hors sujet. C'est une question un peu coquine. Non, c'est hors sujet. Ensuite, des questions plus sérieuses. Un auditeur, est-ce que voter oui ne serait pas un bon moyen pour détruire les syndicats, le nombre de fonctionnaires et la sécurité sociale? C'est quand même un peu hors sujet aussi. Allez, avançons. Une question sur le vote, non. Et quoi?
Alors, les tenants du oui au référendum disent que si le non l'emporte, l'euro s'effondrerait face au dollar et que ce serait une catastrophe. Bon, arrêtez-vous, c'est hors sujet. Hors sujet Alors, aussi. continuons. Très bien. Bah voilà, c'est fini. Eh bien, je passe la parole. Alors, je vais d'abord répéter ce que nous appelons au Club de l'Horloge le modèle des 6 aires culturelles du monde contemporain. Le modèle des 6 aires culturelles du monde contemporain. Nous disons que, sous réserve de certaines enclaves au sein de ces aires culturelles, R-A-I-R-E-S, surface culturelle si vous préférez, on peut diviser le monde contemporain géographiquement en 6 aires culturelles. Premièrement, l'Occident ou civilisation de la personne. Deuxièmement, l'Orient islamique ou civilisation de la parole. Troisièmement, le monde indien ou civilisation du geste. Quatrièmement, le monde chinois ou civilisation du signe. Cinquièmement, l'Afrique noire ou civilisation du rythme. Et sixièmement, le monde russe ou civilisation de l'icône. Voilà le modèle que nous proposons, qui comme tout modèle est évidemment insuffisamment rigoureux, mais qui a l'avantage d'être très clair, enfin très simple en fait, très simple. C'est pas extrêmement clair en ce qui concerne le signe chez les Chinois. Si, c'est l'allusion aux idéogrammes, ouais. Mais alors, je rappelle que ce modèle est emprunté. J'ai surtout vu des gratte-ciel là-bas. Hein. Alors, je vais vous dire, reviens. Il faut distinguer dans ce modèle, en réalité, il y a cette division du monde en 6, premièrement, et deuxièmement, il y a ensuite une expression qui vient illustrer, et qui est plus ou moins bonne, qui vient illustrer le nom que l'on donne à la civilisation ou à la culture dont on parle. La Chine est un monde culturel. Effectivement, c'est une illustration de parler, d'insister sur les idéogrammes comme une manière de ramener la pensée chinoise au fait qu'elle est monosyllabique, que les mots sont désignés par des idéogrammes. Mais c'est pas notre sujet ce soir. Aujourd'hui, c'est l'Occident, ce n'est pas la Chine. Philippe Nemo. Alors, une question auquel il faudrait que vous répondiez ainsi Christophe Beaumont, c'est est-ce que pour vous l'Occident existe hors d'Europe? Absolument, je crois que ça a déjà été dit, ça existe déjà. Il faut le répéter, l'expliquer mieux, en particulier pour l'Amérique du Sud. Les États-Unis appartiennent à la civilisation occidentale. Les pays. Le Canada peut-être aussi. Le Canada, enfin toute la sphère nord-américaine indiscutablement. La sphère Australie, de toute cette zone en fait de peuplement européen, de toute évidence, puisque la structuration culturelle, politique est telle. Je pense qu'on pourrait y inclure l'Amérique du Sud pour de nombreuses raisons, notamment de structures politiques, religieuses. L'Argentine, en tout cas, ça me paraît difficile d'exclure l'Argentine de l'Occident. Le Chili, donc il y a de nombreux pays d'Amérique du Sud, au moins, sans discuter. Enfin, je sais pas, vous ne les avez pas cités tout à l'heure, peut-être souhaitez-vous préciser. Avant de passer par la Philippe Nemo, je précise que dans le modèle des 6 aires culturelles, l'Amérique fait tout entier partie de l'Occident, le Nord, le Sud et le Centre, sous réserve qu'il y a évidemment des enclaves qui sont atypiques. C'est sûr que les Boro-Boro ou les Jivaro du fin fond de l'Amazonie, ils ont une culture particulière qui n'est pas spécifiquement occidentale. Philippe Nemo. Dans ce petit livre, donc, qu'est-ce que l'Occident si vous voulez, l'avantage quand on a écrit un livre, c'est qu'on a mis quelques idées au net. Et voilà, donc il n'y a que ces idées-là, mais au moins elles sont honnêtes. Alors, il faut le lire, l'émission ne suffit pas. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que je réponds à votre question à travers ce que j'ai fait dans ce petit livre. Et à partir du moment où je définissais l'Occident par 5 étapes de construction, que j'appelle d'ailleurs 5 miracles ou 5 événements qui n'étaient pas prévisibles ou qui n'étaient pas nécessaires. Eh bien, là, on aboutit à une forme culturelle, et je répète que cette forme culturelle n'est pas liée à une ethnie, et encore moins à une race, et donc elle peut s'étendre. Mais par définition, on pourra dire que sont occidentales les sociétés au sein desquelles se sont produits les 5 événements, enfin qui ont hérité directement des 5 événements. Alors, en ce sens, la question qui s'est posée pour moi, après avoir défini l'Occident, c'était d'en faire effectivement une carte. Alors, la carte, c'est l'Europe occidentale, et ça pose tout le problème de l'Europe orientale, et vous allez y revenir, parce que c'est pas très important. En tant qu'elle est orthodoxe. Et si vous voulez, mais d'après mon critère, la réponse est facile. L'orthodoxie ne fait pas partie de l'Occident,
pour l'instant, parce qu'encore une fois, nous sommes dans un monde en transformation rapide et en communication rapide, c'est un truisme que de le dire. Mais elle ne fait pas, l'orthodoxie ne fait pas partie de l'Occident pour la simple et bonne raison que l'orthodoxie a connu les 3 premiers événements qui ont fait l'Occident, mais pas le 4e, qui est ce que j'appelle la révolution papale, sous l'influence de l'Église catholique. Nous allons revenir à l'orthodoxie, mais je voudrais que nous parlions de l'Amérique. Oui, mais attendez, parce que ça me donne aussi un critère. Alors pour l'Amérique du Nord, il n'y a aucun doute qu'elle fait partie de l'Occident, puisqu'elle a été créée par des Occidentaux et peuplée par des Occidentaux. Et l'Amérique du Sud, le problème est un peu différent, c'est qu'elle a été créée aussi par des enfin, il y a deux problèmes pour l'Amérique du Sud. Il y a le problème de la subsistance. Il n'y a pas eu d'extermination. Alors, je n'irai pas évidemment jusqu'à le regretter, mais il faut dire que pour l'Amérique du Nord, le problème était réglé un peu par l'extermination, en tout cas par la réduction à de petites réserves de la population. Ils n'étaient pas très nombreux, il ne faut pas exagérer non plus. Non, mais c'est pour ça que je tenais. Les Amérindiens en Amérique du Nord étaient une population. Bon, en tout cas, en Amérique du Sud, ça n'a pas eu lieu. Il y a eu une population autochtone très nombreuse, et en Amérique centrale aussi, une population indienne très. On ne va pas regretter la situation des Aztèques, qui était horrible. Non, mais en tout cas, ces gens ont survécu et ils ont évidemment une descendance culturelle qui vient interférer avec l'influence proprement occidentale. Et de ce point de vue-là, on peut distinguer en effet entre plusieurs cas en Amérique du Sud ou en Amérique latine, disons. Le Nicaragua et beaucoup de pays d'Amérique centrale comme le Mexique sont très métissés, alors que le Chili ou l'Argentine sont vraiment des colonies de peuplement européennes. Donc, c'est une première distinction. Puis la deuxième distinction, c'est que et là c'est assez rigoureux, je pense, si on suit mon raisonnement dans mon livre, c'est que les pays d'Amérique latine ont été créés par l'Espagne et par le Portugal, pays qui aujourd'hui font partie de l'Occident, mais à une époque où le 5e événements constitutifs de l'Occident n'avaient pas encore eu lieu. C'est-à-dire qu'ils ont été créés par... Rappelez les 5 événements. C'est la mention de la cité, de la loi, de la science et de l'école par les Grecs, c'est la mention du droit privé par Rome, c'est la prophétie éthique et eschatologique de la Bible. Et là, on pourra en donner quelques détails tout à l'heure si vous le souhaitez. Et ensuite, le 4e miracle, c'est la rencontre, la synthèse de ces 3 premiers miracles, qui n'a pas eu lieu dans l'Antiquité au temps de la conversion de Constantin, comme on pourrait tenter de le croire, mais qui a eu lieu 1000 ans plus tard, c'est-à-dire entre le 11e et le 13e siècle. Et c'est le moment où l'Occident a choisi d'utiliser la raison humaine sous la forme du droit romain et de la science grecque pour faire triompher l'éthique et l'eschatologie biblique. Quel est le 4e, vous avez dit Je dis que les 3 premiers événements, c'est Athènes, Jérusalem. Le 4e, c'est leur synthèse. Et cette synthèse a eu lieu entre le 11e et le 13e siècle. En Europe, sous l'impulsion et sous l'impulsion prophétique de l'Église romaine. Et cette synthèse a consisté à redécouvrir la science grecque et le droit romain pour pouvoir améliorer réellement le monde conformément à l'éthique et à l'eschatologie biblique. Et la 5e étape. Alors, ce 4e étage de la fusée, si vous voulez, a démarré en laissant de côté le christianisme oriental. C'est pour ça que l'orthodoxie est à l'écart. Et le 5e miracle, ce sont les révolutions démocratiques, c'est-à-dire la promotion du pluralisme dans les 3 domaines que sont la science, la politique et l'économie. D'accord. Christophe. Pardon, je termine sur l'Amérique du Sud. Or, il se trouve que l'Amérique du Sud a été créée par l'Espagne et le Portugal au moment où ces pays n'avaient pas connu le 5e miracle. Donc ils ont été créés, mais d'ailleurs un peu comme le Canada français, qui avait été créé par l'absolutisme français. Et les Canadiens français aujourd'hui font évidemment partie de l'Occident, mais ils le doivent peut-être à leur cohabitation avec les Anglais. Alors, avant de passer la parole à Christophe Beaumont, je dirais en 2 mots, premièrement, que je crois que le 5e miracle, qui est un miracle, n'est pas de la même nature et aussi intrinsèquement profond que les 4 précédents. C'est-à-dire qu'une société peut être occidentale sans être démocratique. Et deuxièmement, je crois que dans la synthèse, mais n'allons pas revenir sur le débat, je mentionne simplement, pour ne pas y revenir, que dans la synthèse dont vous parlez, qui est la 4e étape, qui est très juste, il y a un élément, un ingrédient, je n'ose dire de la mayonnaise parce que c'est un peu vulgaire, mais enfin un ingrédient de la synthèse, un élément de la synthèse que vous oubliez, qui est l'apport germanique. Je passe la parole à Christophe Beaumont et je lui demande à lui aussi, l'Occident a-t-il des valeurs propres ? Alors sur ce point particulier, c'est pas un point particulier, c'est un point essentiel. Central. Particulier, essentiel, qui semblait gêner les auditeurs et le professeur Nemo tout à l'heure sur les sphères culturelles de par le monde. Je crois qu'on pourra préciser ce point ici, c'est que je pense que
L'Occident n'a pas, à proprement parler, des valeurs propres, c'est le cas de le dire, mais plutôt une hiérarchie des valeurs qui lui est propre. Il faut peut-être prendre un exemple pour clarifier ce propos. Par exemple, si nous prenons la civilisation orientale ou islamique, par exemple, on peut extraire totalement arbitrairement deux valeurs. Par exemple, la liberté et la pudeur. Ces deux valeurs existent aussi dans une civilisation occidentale, la liberté et la pudeur. Mais toute la différence, c'est qu'elles ne sont pas hiérarchisées de la même façon dans l'une et dans l'autre des sociétés. Donc, à partir de ce fait, concrètement, dans la vie de tous les jours, dans certaines situations, les femmes sont voilées en public. Et en Occident, pour d'autres raisons historiques, religieuses et sociales, on considère que la liberté est une valeur supérieure à la pudeur. Donc si je vous comprends bien, vous nous expliquez que ce qui distingue deux civilisations comme l'Orient et l'Occident, ou de cultures, ça n'est pas la liste des valeurs auxquelles elle se réfère, mais c'est la manière dont elle règle les conflits de valeurs, dont elle hiérarchise les valeurs. Exactement, et dont justement ces conflits sont pacifiés, puisqu'il existe une hiérarchie spécifique sur une zone géographique déterminée, c'est-à-dire que les gens partagent les mêmes valeurs, mais surtout la même hiérarchie de valeurs. Et d'où d'ailleurs toute cette problématique, notamment dans les logiques migratoires, c'est-à-dire que d'un point de vue, si vous voulez, théorique ou cosmopolite ou même idéaliste, il est bien évident que les gens qui sont amenés à habiter ici ont les mêmes valeurs que nous. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas la même hiérarchie de valeurs. Et c'est vraiment ce qui délimite une sphère culturelle et de civilisation d'une autre, et ce qui les sépare la hiérarchie des valeurs. La hiérarchie. Alors, pour en venir, cet exemple qui est, je crois, très parlant, vous avez raison de le citer, qui est celui du voile islamique. Ce que vous dites, c'est que, au fond, l'islam ne nie pas la valeur de liberté pour les femmes comme pour tout individu, mais elle dit simplement que cette valeur de liberté doit le céder à la pudeur ou à d'autres valeurs supérieures dans certaines circonstances, et en particulier lorsqu'une femme est dans un lieu public. Je parle bien sûr des musulmans, des pieux musulmans qui respectent la loi coranique, puisque vous le savez que contrairement à ce que dit une certaine désinformation, la prescription du voile islamique figure bien dans le Coran, et tel qu'il est d'ailleurs interprété et appliqué par les docteurs de la loi islamique, les oulémas. Est-ce que sur cette idée alors, que ce n'est pas tellement les valeurs qui distinguent les cultures ou les civilisations, mais plutôt la hiérarchie des valeurs, est-ce que vous voulez réagir, Philippe Nemo? Non, je suis tout à fait d'accord, mais j'ajouterais simplement, avec un peu de malice, que peut-être que c'est justement la hiérarchie des valeurs est elle-même une valeur. Donc non, alors là on s'y perd. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que vous appelez la hiérarchie des valeurs, c'est en fait une organisation des valeurs. C'est une incarnation, tout simplement. Qui elle-même est liée à un réseau d'institutions sociales. Bien sûr. Car les valeurs, c'est ce qui nous attache, ce sont les comportements, ce sont les règles qui nous attachent à certaines institutions sociales. Exactement. Et bien, de ce point de vue-là, les cultures diffèrent. C'est tout à fait vrai que ça pose tout le problème de l'unité de l'espèce humaine. S'il y a une unité de l'espèce humaine, il n'est pas étonnant qu'il y ait une unité, qu'on retrouve un peu les mêmes valeurs partout, vous avez raison, mais la façon dont elles sont organisées diffère selon les constructions qui ont été faites dans l'histoire. Alors Philippe Nemo, c'est là que nous en arrivons. Alors vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des idées politiques. Henri de Lesquen qui vous parle est assisté par Anne-Laure Mahler, et nous recevons Philippe Nemo et Christophe Beaumont pour parler de l'Occident, illusion ou réalité. Philippe Nemo ayant notamment écrit un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que l'Occident ?» Alors, nous en arrivons à un point très important. C'est une thèse qui est chère au Club de l'Horloge, c'est la notion d'universalisme de l'incarnation. C'est l'idée que les valeurs sont universelles, mais qu'elles ne peuvent exister que incarnées. C'est une idée d'ailleurs qui a été illustrée superbement avec son style superbe par Joseph de Maistre dans son célèbre passage des Considérations sur la France, lorsqu'il explique j'ai déjà rencontré des Italiens, des Français, des Allemands, des Russes, mais l'homme, je ne l'ai jamais rencontré. S'il existe, c'est bien à mon insu. J'ai envie d'ajouter d'ailleurs cette paraphrase pour le débat européen que nous avons actuellement. J'ai déjà rencontré des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Anglais, mais l'Européen, s'il existe, c'est bien à mon insu. Alors, autrement dit, les civilisations n'existent que si elles résolvent les conflits de valeurs. Donc l'universalisme des valeurs
n'explique pas que celles-ci puissent exister en dehors de leur incarnation. Est-ce que vous êtes d'accord, Christophe Beaumont, avec ce point de vue? Oui, absolument. Si le corpus des valeurs est commun à tous les hommes ou à tout homme, il faut bien qu'il se différencie à un certain moment. Et cette différenciation... Alors attendez, moi je vous dirais peut-être plus modestement qu'il faut admettre qu'il y a des valeurs universelles. Peut-être qu'il y a des valeurs qui ne le sont pas, on n'en sait rien. Mais il y a des valeurs, la liberté. Oui, pour les valeurs essentielles. La liberté et la pudeur, par exemple, existent certainement dans toutes les civilisations, même chez les Nambikwara qui se promènent tout nus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une forme de. D'ailleurs, ils portent un étui pénien, ce qui prouve qu'ils n'ont pas complètement. Mais par exemple, on a pris la liberté, mais il y a aussi la notion d'égalité. Les valeurs essentielles sont partagées, appartiennent au corpus de l'humanité. En revanche, les hiérarchies sont singulières. Et elles sont de plus en plus singulières qu'on prend une sphère territoriale réduite. C'est-à-dire que l'incarnation des valeurs occidentales par un Allemand est différente de celle d'un Français. Elles sont suffisamment proches pour permettre une cohabitation pacifique, du moins dans une logique de civilisation et de culture, mais elles ne sont pas strictement identiques. Et c'est aussi en cela que l'incarnation des valeurs propres de ce fond commun de l'humanité pour un Turc ou un Chinois ou encore un Sud-Américain plutôt orienté vers une culture, une civilisation amérindienne, vont être très différentes de celles d'un Occidental. Ce qui permet donc de créer vraiment une délimitation relativement stricte de ce qu'on peut être appelé la hiérarchie propre des valeurs de l'Occident. Et après, donc, une zone un peu grise de civilisations qui sont proches et bien évidemment de celles qui sont difficiles. C'est-à-dire que soit on accepte les valeurs d'une civilisation et on est dans une logique d'assimilation, soit... La hiérarchie des valeurs, vous voulez dire la hiérarchie des valeurs d'une civilisation et on est dans une logique d'assimilation, soit la cohabitation pratique, concrète, est vraiment très, très difficile. Et risque de conduire au conflit. Alors, Philippe Nemo, est-ce que... Parce que vous nous avez défini l'Occident, au fond... comme le résultat d'un processus, ce que vous appelez d'une construction, mais bon, on va pas chipoter à ce stade sur les mots, mais comme un produit historique. Bon. Alors nous aimerions savoir quand même ce qu'est l'Occident, de manière non plus diachronique, mais synchronique, aujourd'hui, hic et nunc, c'est-à-dire quelles sont ses valeurs propres, ou la hiérarchie des valeurs propres, ou la hiérarchie propre des valeurs à l'Occident, propre à l'Occident, qui nous permettent de distinguer l'Occident des autres cultures. Eh ben c'est pas compliqué, ce sont toutes celles qui ont été bâties par ces 5 événements qui, historiquement... Alors, quelles sont-elles? Alors, c'est l'état de droit. Et d'ailleurs, par parenthèse, à propos des valeurs, hein, il faut toujours lier ce terme à celui d'institution et à celui de règle. Parce qu'il ne faut pas prendre les valeurs comme des choses en soi qui flotteraient dans l'air, en quelque sorte, et vers lesquelles nous aspirerions. Non, mais c'est pas ça. Seulement, ce sont des règles de comportement, les valeurs. C'est ce qui fait que dans une situation concrète donnée, alors qu'il y a plusieurs possibilités d'action, je vais choisir spontanément un certain type d'action. Je vais glisser une remarque. Plutôt qu'un autre. Je vais glisser une remarque à ce propos. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais je pense que ce qui est premier phénoménologiquement, ce n'est pas la valeur, c'est le jugement de valeur. C'est la distinction entre jugement de connaissance et jugement de valeur. Il y a valeur lorsqu'il y a un objet pour des jugements de valeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de voir les choses? Je suis... c'est aussi ce que les épistémologues formulent en distinguant une rationalité finalisée et une rationalité axiologique. Voilà, la valeur, c'est quelque chose de pré-réflexif. Ça n'empêche pas d'ailleurs qu'on réfléchisse dessus, c'est pas un inconscient freudien, hein, mais c'est quelque chose de pré-réflexif en ce sens qu'on en est imprégné d'une certaine façon. On a été éduqué à l'intérieur d'une certaine société qui valorise certains comportements et certaines règles, et qui fait que, du coup, quand on est dans une situation concrète complexe, au lieu d'avoir à réfléchir on n'aurait d'ailleurs jamais le temps de le faire. Si je vous rencontre le matin, je vous dis bonjour, poliment. Et je ne me dis pas, je rencontre ce monsieur pour la première fois de la journée, donc je lui dis bonjour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose d'intuitif. De spontané. De spontané, exactement. Eh bien, mais ça a beau être spontané pour l'individu qui a été éduqué dedans, ça peut très bien avoir été construit dans l'histoire et construit différemment dans différentes sociétés.
Alors, Première valeur, vous dites l'état de droit. Nous y reviendrons. Alors, ensuite. Ensuite, je vais vous chercher querelle parce que Moi, je vais chercher querelle sur l'état de droit. Alors, rassurez-vous, ça sera prêté pour un rendu. Vous dites qu'il pourrait y avoir un pays occidental qui ne soit pas démocratique. Bien sûr. Eh bien, La France de Louis XIV était occidentale, n'était pas démocratique, ça me paraît évident. Elle n'était pas encore occidentale au sens où je l'entends. Oui, mais alors là, honnêtement, vous avez une définition de l'Occident très particulière. Mais non, mais ça n'est pas la mienne. Je ne pense pas que ce soit celle de Christophe Beaumont. Est-ce que vous pensez que la France de Louis XIV n'était pas occidentale, Christophe Beaumont? Non, mais répondez pas, pardon. Je répondrai oui, tout simplement parce que la France de Louis XIV... Donc, elle était occidentale, tout simplement parce qu'elle obéissait au modèle dit des 3 fonctions de Dumézil. C'est simplement la manière dont s'organisait la première fonction qui était particulière. Elle était indo-européenne, mais elle n'était pas occidentale. Nous parlons d'une notion différente de celle d'indo-européen, de celle d'européen. Nous construisons une notion qui est l'Occident. Le simple fait que ce soit le thème de votre émission prouve bien que pour vous aussi, c'est une notion très importante en tant que telle. Ouais. Eh bien, je vous dis que je vais peut-être préciser ce 5e miracle, parce que c'est à partir du 4e miracle, les gens qui vivaient en Europe occidentale et qui avaient pour maître spirituel l'Église romaine ont pensé qu'il fallait que si on voulait que le Christ revienne sur Terre, il ne suffisait plus d'attendre. On avait attendu pendant 1000 ans, et au bout de 1000 ans, il n'était toujours pas revenu, d'où la grande déception de l'an 1000, alors même que dans l'Évangile, il est dit qu'il reviendrait très vite, si vous voulez. Et les hommes du XIe siècle, l'entourage de Grégoire VII, les gens comme saint Anselme, comme saint Bruno, enfin tous les gens de cette génération se sont dit, si le Christ n'est pas revenu, c'est parce qu'il y a un problème, il a dû avoir un empêchement. Enfin, bon. Et l'empêchement, c'est qu'il ne peut plus revenir, parce que nous avons laissé le monde, justement, s'enfoncer dans la féodalité, dans la guerre de tous contre tous, dans la repaganisation, et le monde est tellement horrible, et nous sommes contentés de prier dans les couvents, en espérant que le salut vienne de l'extérieur, et nous nous sommes trompés. Il faut que nous rendions nous-mêmes activement le monde digne que le Christ y revienne. Et pour cela, la balle est dans notre camp, et nous devons christianiser le monde, améliorer le monde, transformer le monde. Mais pour le transformer, il faut le connaître, et il faut organiser la société pour pouvoir agir efficacement sur lui. Et pour ça, alors c'est très compliqué parce qu'il y a tout un changement de la théologie qui a permis ça, c'est le passage de l'augustinisme au thomisme, la réhabilitation de la nature humaine. Et dans la nature humaine, il y a, enfin si vous voulez, l'idée c'est que l'homme peut faire lui-même, peut collaborer au salut. Et il peut le faire grâce à sa nature qui n'est pas entièrement annihilée par la chute, mais qui a été guérie par la rédemption, c'est par le sacrifice du Christ. Et par la grâce. Pas par le sacrifice du Christ, c'est le thème du livre de saint Anselme de Cantorbéry, Cur Deus Homo, pourquoi un Dieu homme, et l'immense disproportion qu'il y avait dans une théologie augustinienne entre le péché de l'homme qui est infini et les malheureuses, les pauvres bonnes actions qu'il peut faire qui sont finies, cette disproportion a été rééquilibrée par le sacrifice du Christ. Attendez, mais allons au bout de l'idée. Donc les gens de cette génération de la révolution papale des 11e, 13e siècles se sont dit, Dieu nous demande d'utiliser la nature humaine, ce qu'il y a de bon dans la nature humaine, c'est-à-dire la raison, pour faire triompher la charité, c'est-à-dire pour transformer le monde. Et à ce moment-là, on a redécouvert la science grecque, Aristote, et la médecine, et on a redécouvert le droit romain. D'accord. Bon, attendez, et donc, le 5e miracle, c'est la continuation de ça. C'est-à-dire que pour améliorer le monde, pour connaître le monde, par exemple, il ne faut pas de dogmatisme. Il faut la liberté de penser, il faut la liberté de critique, il faut le pluralisme. Philippe Nemo, je suis d'accord avec vous pour dire que ce 5e miracle est bien un miracle. Encore que j'aurais tendance à dire que c'est plusieurs miracles en même temps, parce qu'à mon avis, il n'y a aucun rapport entre la science et la démocratie. Ou le pluralisme économique. Ce sont trois choses différentes qui sont toutes trois expressions de ce qu'il y avait de profond dans l'Occident. Mais alors, cela dit, j'admets que c'est un miracle, mais je ne crois pas que ce miracle, ou ces 3 miracles supplémentaires, fassent partie ou doivent faire partie de la définition de la définition ou de l'essence, pour employer un terme plus philosophique, de l'Occident. Je pense que l'Occident était constitué bien avant et qu'en réalité il s'est constitué à travers et avec la féodalité et que Saint-Louis était pleinement occidental déjà. Non, et qu'on n'a même pas attendu Philippe le Bel pour être... Attendez, il était pleinement occidental, mais qu'est-ce qu'il avait de supérieur par rapport aux Chinois, aux Indiens, aux Africains? Attendez, c'est un autre problème. La supériorité. C'est un autre problème. C'est un autre problème. Oui, mais c'est le problème qui m'intéresse de traiter. Attendez, mais nous, ça nous intéresse de savoir ce que c'est que l'Occident. Oui, mais l'Occident
aujourd'hui, si vous voulez, on ne peut pas oublier que depuis trois siècles, il a dominé la planète. Peut-être pas pour longtemps encore, mais il a dominé la planète. Et il a pu le faire parce qu'il avait trouvé dans l'évolution de l'espèce humaine un élément nouveau, particulièrement puissant, et comparable, et qu'il a rendu capable de faire dans l'histoire de l'espèce humaine un saut aussi considérable que celui qu'avait fait la révolution néolithique qui avait inventé l'agriculture. Puisque l'heure tourne et qu'il faut avancer, moi je voudrais que vous prononciez l'un et l'autre, et je le ferai peut-être aussi à mon tour, sur les frontières de l'Occident en Europe. C'était en fait résumons sur l'opposition qu'il y aurait entre l'Europe orientale et l'Europe occidentale depuis que Théodose, si je ne m'abuse, en 395, a divisé l'Empire romain en deux. Division qui a été aggravée par le grand schisme en 1054 et par le débat théologique que, pour ma part, j'ai la faiblesse de penser très important, qui est celui du filioque, c'est-à-dire le débat théologique sur la Sainte Trinité. Alors, est-ce que Philippe Nemo, est-ce que vous pensez que l'Europe balkanique, la Grèce byzantine et la Grèce moderne est occidentale, ou est-ce qu'elle est européenne sans être occidentale? Près du micro. Je pense qu'elle est en train de devenir occidentale à grande vitesse à cause de cette supériorité, exemplarité des institutions et des comportements dans la science, dans la politique et dans l'économie qui sont promus par l'Occident. Donc elle est en train de devenir occidentale à grande vitesse. Mais pas si vite que ça, puisqu'au fond, elle tente de le devenir depuis Pierre le Grand. Et je constate qu'il y a dans la culture de la société russe en particulier, enfin, d'une manière générale dans les pays orthodoxes, c'est valable pour les pays orthodoxes des Balkans. Là, je parlais des Balkans. Hein. La Russie, c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. Non, mais sur la Russie, je vous dirais franchement, si tout à l'heure, je vous ai parlé du monde russe comme une civilisation différente, celle de Dikhon, c'est parce que nous avons tendance à penser au club de l'horloge que la thèse de Troubetskoy sur la Russie est juste, c'est-à-dire que la Russie, ça n'est ni l'Orient byzantin, ni l'Europe occidentale, c'est un monde à part, marqué par ses origines non seulement slaves et chrétiennes, mais aussi mongoles, turco-mongoles plutôt. Turc plutôt que mongoles, c'est-à-dire ce sont les... C'est pas ses origines, c'est des influences. Mais oui, mais attendez, ce sont ses origines en particulier raciales, puisqu'il y a eu un mélange de populations considérables. Ça a duré, la Horde d'Or, ça a duré des siècles. Et Troubetskoy a créé d'ailleurs une école de pensée qui s'appelle l'école de pensée, je crois, eurasienne ou eurasiatique, qui considère justement, qui insiste sur le fait, il condamne la position slavophile en disant nous ne sommes pas vraiment des Slaves, nous sommes peut-être des Slaves, mais pas seulement, nous sommes russes et c'est spécial, c'est bon. Voilà la thèse de Troubetskoy qui me paraît très solide. Tout ça, ce sont des éléments ethniques, et moi, en tant qu'historien des idées, je m'interroge toujours, quand on parle d'influence, parce qu'il y a aussi une influence. Je vous donne un autre exemple. Dans l'Occident, dans la carte de l'Occident, il faut ajouter évidemment, pour moi, les Antilles françaises. Parce que c'est tout à fait, parce que pour une raison très simple, c'est que c'est des pays qui ont été créés par la France. Là aussi, s'il y avait des habitants à la Martinique, ils se sont fondus dans la population. Après, il n'y a pas de population caraïbe qui subsiste. Et tous les gens qui sont venus là, amenés malheureusement dans le cadre de l'esclavage, mais enfin ils ont été ensuite, ils arrivaient en pays français et ils sont devenus français et ils ont eu des siècles de prédication chrétienne suivis de 150 ans d'école de la République. Et le jour où la France sera entièrement islamisée, les derniers Français qu'on pourra aller étudier, ça sera les Martiniquais. Aucun problème. Ils seront des Français, mais ils seront de race noire. Je vous réponds sur ce point. Ce qui est formidable parce que ça démontre la supériorité de la culture sur la nature. Alors, je vous réponds sur ce point par trois remarques, mais c'est un débat très important. Premièrement, évidemment, je pense qu'on peut dire que c'est évident, les Antilles françaises appartiennent à l'Occident, elles appartiennent à la culture française, donc a fortiori à l'Occident. Oui. Puisque la culture française, c'est un sous-ensemble de l'Occident. Deuxièmement, la question est de savoir... Juste un petit détail, il n'est pas sûr qu'on puisse en dire autant des Antilles anglaises, des ex-Antilles anglaises. Justement, mais je veux dire, pourquoi? Parce que faisant partie de la France, juridiquement, politiquement, culturellement, la hiérarchie des valeurs qui est propre non seulement à l'Occident en général, mais à la France en particulier, est forcément d'observer. Car cette hiérarchie des valeurs reflète au plan spirituel, culturel, une hégémonie politique et une hégémonie sociale, qui est celle des Gaulois, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et vous avez un contre-exemple qui est Haïti. Pour moi, Haïti est une enclave spécifique, marquée par ses origines africaines, qui n'est plus occidentale.
même s'il y a un vernis d'occidentalisation, une langue qui est le créole qui vient du français, mais Haïti, c'est très à part. C'est très à part, et le résultat de la guerre de libération menée par Toussaint Louverture, c'est que finalement, malheureusement, Haïti a régressé sur le plan de la civilisation, et en tout cas est parti ailleurs, assez loin de l'Occident, me semble-t-il. Bon, voilà. Alors maintenant, il y a un point justement où je voudrais vous chercher querelle, si vous me permettez, respectueusement. Je vous en prie, je vous en prie. C'est que je vous trouve un peu cathare, dualiste. Vous opposez la culture à la nature. Et alors, lorsque nous parlons d'universalisme de l'incarnation, c'est parce que justement nous pensons qu'il ne faut pas raisonner de manière dichotomique en opposant la culture à la nature. Alors c'est le deuxième livre du Club de l'Horloge qui avait développé cette idée, c'est la politique du vivant. Nous avons expliqué que, comme l'a dit Arnold Gehlen, nous avons répété souvent cette formule, l'homme est par nature un être de culture. Et les sociétés sont des systèmes bioculturels, et par conséquent, on ne peut pas réussir l'opération Asmodée. L'opération Asmodée, vous savez, c'est le diable qui arrive la nuit, qui soulève les toits et qui remplace les enfants par d'autres. Si vous faites l'opération Asmodée, je vous dis, moi, que vous aurez une civilisation qui sera plus occidentale. Si vous remplacez, par exemple, demain tous les bébés français par des bébés coréens, vous aurez peut-être quelque chose qui sera ni la civilisation coréenne ni la civilisation française, vous aurez quelque chose de différent. On ne peut pas croire que la civilisation, ou la culture d'ailleurs, parce que nous avons escamoté un débat important mais qui nous a emmené trop loin, qui est la distinction ou l'opposition entre culture et civilisation. Mais on ne peut pas croire que la culture puisse s'abstraire de son fond biologique et humain. C'est ça l'incarnation aussi, c'est que... biologique ou humain? Les deux, l'homme est fait de chair et de sang, justement. Là, vous êtes cartésien, si j'ose dire, excusez-moi, respectons, mauvais sens du terme. Cartésien. Dualiste cartésien. Mon cas se complique. Dualiste cartésien, c'est vous opposez l'âme au corps comme les cathares. Or, l'âme, c'est la forme du corps d'après saint Thomas, elle n'existe que pour s'incarner, d'où d'ailleurs la croyance des chrétiens en la résurrection du corps, parce que on conçoit mal que l'âme puisse exister comme cela, sans le corps qui va avec. Et l'incarnation, c'est ça. Non, mais attendez, je ne parle pas en termes d'âme et de corps, je parle en termes tout à fait conformes sinon à la science d'aujourd'hui, du moins à la vulgate que l'honnête homme qui n'est pas scientifique peut en comprendre. La nature humaine, la nature biologique humaine, ce qui se passe dans le fœtus, c'est une machine à fabriquer des milliards de neurones. Et ensuite, mais tous ces neurones sont interconnectés entre eux. Je fais référence au livre bien connu de Jean-Pierre Changeux qui s'appelle L'homme neuronal. Tous ces neurones sont connectés entre eux. Et ce qui se passe, c'est que au cours de la croissance de l'enfant, seuls sont maintenus en vie les neurones qui sont effectivement utilisés. Or, comme certains seulement sont utilisés par la culture ambiante, on peut dire que c'est la culture ambiante qui sculpte réellement le cerveau de l'enfant. Donc, si vous voulez... Nous ne sommes pas en accord, vous êtes environnementaliste, je ne suis pas d'accord avec ça. Et nous avons écrit un livre pour expliquer une thèse contraire. Vous avez très peu d'arguments... nous avons écrit un livre de 300 pages sur le sujet, mais bon... non, parce que vous avez tous les exemples de... Si on remplaçait demain matin tous les petits bébés français par des petits bébés coréens, ils deviendraient français à 100%. Alors, là, vous avez avoué... Si ce n'est que comme ils seraient jaunes, ça poserait un problème. Vous avez avoué que vous étiez cathare, non ? Alors, si vous voulez. Non, je plaisante. Je veux dire, vous avez en tout cas précisé votre position qui est environnementaliste, et je crois que c'est une position respectable qui se défend, mais ce n'est pas la nôtre. Et je pense que nous avons de bons arguments scientifiques sur la nature de l'homme qui tentent à penser le contraire. Anne-Laure, vous voudriez dire quelque chose ? Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des idées politiques dirigé par Henri Delesquin. Nous recevons Christophe Beaumont et Philippe Nemo pour répondre à la question « L'Occident, illusion ou réalité ?» Alors, nous avons, je crois, à ce stade de l'émission, conclu que l'Occident était une réalité, même si nous sommes bagarrés sur certains détails de cette définition. Et nous arrivons à notre troisième partie qui va nous servir de conclusion, parce que l'heure tourne. L'identité de l'Occident est-elle menacée ? Christophe Beaumont, est-ce que l'identité de l'Occident est menacée ? Et par quel processus Comme nous l'avons vu, en fait, l'identité de l'Occident est une hiérarchie de valeurs, enfin du moins c'est ce que je pense, une hiérarchie singulière de valeurs, et qu'il existe sur la planète d'autres hiérarchies de valeurs.
Et comme... D'autres identités, on peut dire. D'autres identités. Et comme il est normal que ces identités aient des rapports de force, il est normal que à chaque génération, si vous voulez, il faille défendre, enfin incarner le plus fort possible, si j'ose dire, cette hiérarchie spécifique des valeurs, la faire évoluer en fonction des contraintes, et en même temps l'accepter comme telle. Donc ce qui est important de voir, c'est que si la hiérarchie spécifique de l'Occident, des valeurs de l'Occident est menacée, c'est à la fois normal, c'est le jeu normal de la compétition entre les civilisations, et que le problème n'est pas tant de le regretter, de le déplorer, ou d'être dans une perspective de la sorte, mais plutôt, au contraire, de bien comprendre quelle est notre hiérarchie propre, de bien comprendre quelle est sa force, et de bien comprendre comment on peut la défendre de manière positive, c'est-à-dire la vivre le mieux possible au jour le jour. Philippe Nemo. Moi, je pense qu'en effet, l'identité de l'Occident est menacée. Hein. Elle est menacée enfin menacée. Elle est comment dire, mise en cause. En compétition non, parce que le terme menacée, elle est mise en cause, elle est déstabilisée par deux grands phénomènes qui sont la mondialisation et l'immigration. Philippe Nemo, est-ce que la Turquie est occidentale? Mais non. Bien, il faut le dire. Ça vient du cœur, là. Mais non. C'est un grand pays respectable qui a une grande histoire, mais elle n'est pas occidentale. Un pays passionnant, avec énormément de qualité, et que en plus j'aime bien. C'est-à-dire, j'y suis allé en y étant très heureux, en constatant plein de bonnes choses, et des choses qui marchent, des gens qui respectent des règles, qui sont travailleurs. Qui ont énormément de qualité, mais je suis allé aussi en Chine. J'ai une admiration extraordinaire pour la Chine, et je ne dirais pas que la Chine est occidentale. Mais je mettrais l'Inde au-dessus de la Chine, personnellement, mais bon, chacun son point de vue. Oui, mais en tout cas, il y a en effet, dans la mondialisation, et du fait de ces phénomènes de migration, une mise en cause de la civilisation occidentale, parce que dès lors que des gens sont en contact et qui n'ont pas les mêmes valeurs que l'Occident, ou alors, à plus forte raison, des gens séjournent dans des pays occidentaux et n'ont pas les mêmes valeurs, comme vous le savez, certains suggèrent du coup de faire une sorte de mélange des cultures, et sous deux formes, qui sont d'ailleurs très différentes, d'un métissage culturel, une sorte de plus grand dénominateur commun, ou alors sous forme communautariste. Tout à l'heure, on disait que le Canada était un pays occidental. Je ne sais pas combien de temps il va le rester, puisqu'il paraît qu'il y a des tribunaux de charia maintenant. Vous savez, on peut se poser la question pour les États-Unis aussi. Hein. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous êtes en pleine intelligence avec les positions défendues par Huntington dans son livre Who Are We? Qui sommes-nous? Alors, j'ai pas lu celui-là, mais j'ai lu l'autre. Il faut que vous lisiez celui-là, il est très intéressant. Et en plus, il a la même vision que le qualifie de Qatar, c'est-à-dire qu'il s'imagine naïvement, à mon avis, que les États-Unis pourraient rester les États-Unis avec une population qui aurait entièrement changé. Ça me paraît une vue de l'esprit. Enfin, en tout cas, j'ai lu l'autre qui m'est apparu très brillant, et si vous voulez, je suis stupéfait par les critiques qui ont été faites contre ce livre, en particulier par le président de la République, M. Chirac, qui a fait comme si M. Huntington voulait le clash de civilisation. C'est tout à fait absurde. Il a simplement constaté que les conflits géopolitiques que l'on peut étudier, comme tous les étudiants en sciences politiques peuvent étudier les conflits depuis 10 ou 20 ans, ou 30 ans, au lieu de s'organiser autour des États-nations comme au XIXe siècle, ou autour des grandes idéologies comme pendant la plus grande partie du XXe siècle, s'organisent autour de lignes qui sont celles des civilisations. Il n'a rien dit de plus. Il a d'ailleurs regretté qu'il y ait la guerre en général. Alors, il faut que la philosophie aussi s'incarne, et s'incarne notamment dans la politique, je crois qu'on peut le dire. Alors concrètement, est-ce qu'on peut dire, même si c'est une vision qui simplifie un peu, une conclusion qui simplifie un peu tout ce que nous avons dit, que la Turquie dans l'Union européenne, ce n'est pas bon pour l'identité de l'Occident, ou que l'immigration musulmane, ce n'est pas bon pour l'identité de l'Occident? Non, mais attendez, je dirais pas que la Turquie dans l'Union européenne, c'est pas bon pour l'identité de l'Occident. Je dirais simplement que ça ne marchera pas. À cause de cela. Ça ne peut pas marcher à cause de cela. C'est plus intéressant que ce que j'avais dit. Oui. Mais il n'est pas non plus évident que ce soit bon pour l'identité de la Turquie. C'est un vaste sujet, alors que nous pourrions consacrer une émission entière. Puisque c'est elle-même qui demande d'entrer, donc on peut supposer qu'elle a alors moi j'ai tendance sur son identité. Mais j'ai tendance à pas du tout. Non.
Une croix, je soutiens que si la Turquie demande d'entrer, c'est que pour elle, ce n'est qu'une manière de continuer son mouvement universel, enfin son mouvement de longue durée, de pousser vers l'Ouest. Elle veut réussir ce qu'elle a échoué en 1683, lorsque les armées du Grand Turc ont été battues par les Polonais et les Autrichiens devant les murs de Vienne. Oui, alors en plus, c'est un peu difficile d'attribuer une volonté et encore plus une obsession à une collectivité. Mais ce que je veux dire, c'est ce que je défends donc dans mon livre, c'est que je suis contre l'Union européenne et contre l'Empire américain. C'est-à-dire que je pense que l'Occident, pour répondre à votre question, doit, à partir du moment où il y a une unité, et où cette unité est menacée, doit s'organiser politiquement, non pas du tout sous la forme d'un super-État, mais sous la forme d'une organisation, d'une sorte de confédération, respectant les souverainetés de chacun, mais mettant en commun un certain type de problèmes, et puis une confédération, en ce sens que si nous avons vraiment des valeurs communes, nous pouvons exclure, a priori, toute espèce d'usage de la force entre les nations occidentales. Alors, cette confédération, on me dira qu'elle existe, puisque c'est l'Union européenne. Et je réponds non, puisque l'Union européenne n'est pas une union occidentale, c'est une union non seulement qui ne réunit qu'une moitié de l'Occident, à savoir ce côté-ci de l'Atlantique, mais qui en plus, chez certains de ses promoteurs, espère la bâtir contre l'autre moitié qui est l'Amérique. Et qui en plus s'apprête à intégrer dans cet ensemble des peuples qui ne sont pas occidentaux. Donc l'Union européenne n'est pas un bon vecteur pour l'unité de l'Occident. L'ennui, c'est que nous arrivons en fin d'émission à un sujet qui est très difficile et très important. C'est au fond l'opposition culture-civilisation. Je suis pour ma part assez sensible à la thèse, et qui ne va pas vous plaire, Philippe Nemo, qui consiste à dire incontestablement l'Amérique du Nord, les États-Unis d'Amérique font partie de l'ère culturelle occidentale, mais d'une manière qui leur est propre. Et l'opposition qu'il y a entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe occidentale, ce n'est pas l'opposition qui peut exister entre deux cultures, c'est l'opposition qui peut exister au sens de la philosophie allemande, de Spengler par exemple, entre culture et civilisation. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique sont une civilisation qui a perdu sa profondeur culturelle. C'est une affirmation absolument arbitraire. Qui mériterait de long développement, mais c'est Bible and Dollar. Comment ? Bible and Dollar, mais c'est la vision. Quand je dis que c'est arbitraire, c'est la vision. Mais vous qui êtes chrétien, c'est une société 100 fois plus chrétienne que la France. Vous devriez émigrer immédiatement aux États-Unis. Je ne suis pas protestant, je suis catholique, et je suis pas sûr que D'ailleurs, vous savez que dans les débats théologiques catholiques, les papes du 19e siècle avaient condamné ce qu'ils appelaient l'américanisme, c'est-à-dire la vision américaine de la religion. Je préfère évidemment une société où la religion soit vécue. Mais ce qui me frappe, c'est le parallèle qu'il y a, que faisait Spengler, entre le puritanisme anglo-saxon et l'islam. C'est-à-dire la réduction de la culture ou de la civilisation au way of life. J'avais été très frappé lorsque George Bush, père, avait justifié la première guerre contre l'Irak. Il avait dit « Nous allons défendre notre way of life ». Il n'a pas dit « Nous allons défendre nos valeurs et nos libertés ». Il a dit « Nous allons défendre notre way of life ». Notre mode de vie, autrement dit en français. Et la réduction... Mais notre mode de vie a été défendu contre le nazisme par l'intervention des anglo-saxons dans cette guerre. Notre mode de vie, c'est notre liberté. Oui, non, ça c'est une vision anglo-saxonne de présenter les choses. C'est notre liberté, c'est notre souveraineté, c'est notre indépendance. Nous n'avons pas été capables de la défendre tout seul. Non, vous n'avez pas ressortir cet argument de la dette historique à l'égard des anglo-saxons. Attendez, vous êtes un grand philosophe et là vous chutez à... Mais pas du tout. Vous chutez sur... Je constate lourdement sur une erreur de débutant. Je ne prends pas en termes de dette par rapport à un don gratuit qu'ils nous auraient fait. Je constate simplement que au cours de la Seconde Guerre mondiale, ils ont manifesté qu'on était une même civilisation et pas seulement une même culture. Non, pas du tout. L'Allemagne nationale-socialiste faisait autant partie de l'Occident. Mais absolument pas. Non, écoutez, je suis en total désaccord sur ce point. Aussi bien le communisme que le nazisme sont des régressions en deçà de cette construction par laquelle j'ai défini l'Occident. Car aussi bien ces deux totalitarismes sont un retour en deçà par rapport au civisme grec, sont un retour en deçà par rapport au droit romain. Attendez, là vous en faites des portes ouvertes. Tous les deux des paganismes,
Mais non, mais je ne pense pas des portes ouvertes. Ou en tout cas, il faut les enfoncer, puisqu'elles ne sont pas si ouvertes que ça, puisque vous me dites que l'Allemagne nazie faisait partie de l'Occident. Attendez, parce que vous confondez, parce que c'est extraordinaire, vous confondez le peuple avec son régime politique. Le peuple allemand avait un régime politique qui était le gouvernement national-socialiste pendant quelques années. C'est pas ça qui a changé l'âme du peuple, l'identité allemande, enfin. Ça a failli, ça l'a changé. Oh, écoutez, alors voilà, je crois justement qu'on ne change pas comme cela les peuples, l'âme du peuple d'un coup de baguette magique. Pas en 20 ans, mais disons que il faut des siècles. Si l'Allemagne avait gagné la guerre, le communisme n'a pas changé l'âme slave, enfin l'identité profonde du peuple. Vous pouvez pas, écoutez, vous tombez dans, excusez-moi, mais je vais être méchant, mais vous tombez dans l'erreur de Gorbatchev qui croyait que 70 ans de communisme avait créé l'homo soviéticus. Eh bien, on s'était perçu dès qu'on a mis un peu de liberté que alors, certes, le communisme a abattardi ou affaibli les identités, mais que l'homme a tellement besoin d'identité qu'il s'accroche à ces traditions. Pourquoi voulez-vous qu'un régime politique, dès lors qu'il dure un certain temps, pourquoi voulez-vous que l'histoire ne puisse pas changer la culture? Oui, mais je pense qu'il faut le temps. Il faut le temps. Et alors là, je vous renvoie au livre de Philippe Nemo, qui montre bien qu'il y a eu 5 grandes étapes qui se sont déroulées sur 2000 ans. J'entends bien, mais même plus, pour arriver à l'Occident actuel. Donc maintenant, comme vous m'expliquez qu'en 20 ans, on va faire ce qui nécessite normalement 2000 ans, ça, je ne le crois pas. Heureusement que les alliés occidentaux, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont gagné la guerre. Sur ce sujet, c'était chaude contre les nazis. Mais bien entendu que, heureusement, mais je dirais qu'il y a deuxième bonheur pour la France, c'est que si Paris ne s'était pas trouvé entre Washington et Berlin, mais s'était trouvé entre Berlin et Moscou comme Varsovie, eh ben nous serions restés dans un système totalitaire pendant 40 ans de plus. Oui, mais si De Gaulle ne s'était pas autrement dit, je dirais que la libération de la France par les armées américaines, c'est un dommage collatéral positif, enfin plutôt c'est un bénéfice collatéral positif, comme il y a des dommages collatéraux, c'est un bénéfice collatéral. C'est-à-dire les Américains ont voulu triompher de l'Allemagne nazie et nous avons, grâce à cela, obtenu un heureux résultat pour ce qui nous concerne. Mais les Américains n'ont pas fait ça pour libérer la France, ils ont fait leur guerre pour vaincre l'Allemagne nazie. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et ils ont abandonné toute l'Europe orientale au pouvoir stalinien communiste, sans le moindre regret. Et c'est Yalta. Les peuples de l'Est qui sont aujourd'hui pro-américains devraient se rappeler qu'ils ont subi la botte soviétique à cause des Américains qui les ont livrés aux communistes. Je voudrais que vous ayez la même sévérité à l'égard de De Gaulle, qui s'est allié avec les communistes pendant la guerre. Moi j'ai étudié l'Allemagne d'après-guerre. Elle a eu quand même la chance d'être occupée par les Américains et par les Anglais aussi, par les Français d'ailleurs. Et sur cette base, ils ont rebâti une civilisation entièrement occidentale. Alors que nous, malheureusement, nous avons fait une alliance avec les communistes que nous payons encore aujourd'hui. Alors nous arrivons, merci Philippe Nemo, merci Christophe Beaumont, nous arrivons à la fin de notre émission. Alors nous avons consacré une bonne partie de cette émission à discuter du livre de Philippe Nemo, Qu'est-ce que l'Occident, qu'il faut lire. Il a été publié aux Presses universitaires de France. Et j'en résume le propos. Qu'est-ce que l'Occident, dit Philippe Nemo? Ces 5 sauts évolutionnaires ont causé une mutation sans précédent des rapports de l'espèce humaine tout entière avec son environnement, d'où le fait que la civilisation occidentale, bien que résultant d'une histoire originale, présente des traits authentiquement universels qui ne doivent pas s'effacer dans le multiculturalisme ou le métissage culturel que certains proposent aujourd'hui. C'est un livre donc de Philippe Nemo, professeur à l'École supérieure de commerce de Paris, et qui a écrit auparavant l'histoire des idées politiques de l'Antiquité au Moyen-Âge, prix Königslätter de l'Académie des sciences morales et politiques, et un deuxième tome de son histoire des idées politiques qui parle des temps modernes et contemporains. Je passe la parole à Anne-Laure Mahler pour les annonces de la semaine, comme on dit à la messe du dimanche. Les annonces paroissiales, oui. Le prochain libre journal des idées politiques aura lieu dans un mois, le jeudi 12 mai 2005, sur le thème Constitution européenne. Quels en sont les enjeux? Ensuite, le 11e séminaire politique du Club de l'Horloge se tiendra le mardi 17 mai 2005, de 19h à 21h à Paris, à la Fondation Donne-Thiers, 27 place Saint-Georges, dans le 9e. Sur le thème Constitution européenne, pourquoi nous dirons non? Alors ça c'est très important, c'est évidemment 12 jours avant le référendum du 29 mai. Constitution européenne, pourquoi nous dirons non? Il y aura 5 questions. La Constitution européenne est-elle compatible avec la souveraineté de la France, avec les valeurs de la démocratie, avec les principes de libéralisme, avec l'indépendance de l'Europe et avec l'identité de l'Occident? Et sur ces 5 questions, les orateurs répondront non. Anne-Laure.
Alors, pour plus d'informations, vous pouvez appeler le Club de l'Horloge au 01 42 94 14 14, 01 42 94 14 14. Et enfin, une réunion politique. Philippe de Villiers sera à la mairie du Chesnay le jeudi 21 avril 2005 à 20h. Je rappelle que le Chesnay, c'est juste à côté de Versailles. Hein. Voilà. Pour répondre à la question, Constitution Turquie, pourquoi faut-il dire non? Vous pouvez appeler au 06 62 13 83 06, 06 62 13 83 06 pour avoir de plus amples informations. Donc je rappelle les dates de la réunion, le jeudi 21 avril 2005 à 20h à la mairie du Chesnay. Vous n'avez plus d'autres informations? Non, pour l'instant. Alors, est-ce que vous avez dit quel était le prochain thème de notre, notre émission? Oui, tout à fait. Alors, nous allons parler de la Constitution européenne et nous allons consacrer à cette Constitution européenne une discussion principalement juridique. En fait, cette émission sera la suite d'un colloque et d'un livre qui ont été faits sous la haute autorité du professeur Olivier Gohain, à l'université Paris 2, Paris-Sorbonne, Assas-Sorbonne. Et le livre qui va paraître d'ici là sera donc notre base pour cette discussion, comme aujourd'hui nous avons parlé de qu'est-ce que l'Occident. Je vous remercie, chers auditeurs, et je vous dis à la prochaine fois.